c'est moi. On t'a trouvé quelqu'un pour t'accompagner au Congo. C'est un Suisse qui est originaire du Congo. Il s'appelle Badil et il pourrait partir avec toi de Genève. Pour visiter les mines, c'est pas gagné. On essaye d'avoir les autorisations. Je sais pas ce qu'on arrivera à t'avoir. Je te redis. Ciao, camarade. Le cadastre minier, c'est un établissement public qui dépend du ministère des Mines. Et cette agence a pour l'objet la gestion du domaine minier et l'ensemble des titres miniers qui se trouvent sur notre territoire. Et tout requérant des droits miniers commence par ici. Ça, c'est une des anciennes cartes qui est encore là. Cette carte veut tout simplement dire que en dehors des aires protégées qui sont colorées en vert clair et des blocs qui ont été noircis, réservés pour l'exploration, le reste est disponible à la demande des droits miniers. Et oui. Ça, c'est des réserves naturelles dans lesquelles on n'a pas le droit de forer ? On n'a pas le droit de forer ni d'explorer. D'accord, donc ça, c'est un droit strict, on ne touche pas. C'est un droit, on n'y touche pas. La Suisse, elle rentre là-dedans, je crois. Non, peut-être un peu plus, oui. Le site web, vous allez voir la répartition des différents droits miniers. Et c'est ce qui a là, tous les quadrillages cadastrales. Voilà. Et ça veut dire que toutes les informations sont publiques et transparentes. On sait Public et transparente. On sait qui est propriétaire. Donc on voit toutes les couches, les grandes mines industrielles, les mines artisanales les mines autorisées. qui sont trouvées là. Mais toutes les mines artisanales ne sont pas autorisées. Pas nécessairement. Bon, il y a une bonne partie qui sont autorisées. Il y a d'autres parties, ce sont des activités artisanales illicites sur les droits miniers appartenant à des tiers. Donc si j'étais négoce, je voulais acheter du cobalt, je pourrais très facilement voir quel est le cobalt légalisé et le cobalt anarchique. Anarchique, c'est ça. Voilà, ça c'est une mine d'exploitation artisanale. ZEA, zone d'exploitation artisanale, d'accord. Bon, voilà, vous avez là la ceinture du cuivre et du cobalt. Donc tout le cobalt produit au Congo est contenu dans cette ceinture-là. C'est très localisé par rapport à la taille du pays. Par rapport à la taille du pays. C'est incroyable de se dire que le cobalt, c'est un matériau dont l'humanité entière a besoin. Et elle se retrouve juste ici. On a intérêt à garder des bonnes relations avec vous. Mais tout à fait. Sinon, on ne sera pas bien. La RDC, c'est un peu comme le Far West. C'est un pays où toutes les fortunes se font. Et en fait, quand les gens viennent pour faire fortune, ils sont prêts à beaucoup de choses. À faire travailler des enfants. Notamment. Ouais, notamment. C'est une des grandes questions. Notamment. Parce que, ils n'ont qu'un objectif, se faire de l'argent. Et donc, dans les mines, comme les mines rapportent gros, c'est souvent ce qui se passe.
on fait travailler les enfants, on ne respecte pas les règles, on détruit l'environnement, on fait sauter des dynamites pour creuser et trouver la matière première, mais on ne regarde pas les conséquences. Mais le fait que ces gens viennent et se comportent d'une façon qui n'est peut-être pas très louable, c'est parce que la situation est instable, donc ils veulent vite venir, vite faire de l'argent, vite repartir, ou c'est aussi les gens d'ici qui ont un peu l'appât du gain? Ah oui, mais parce que celui qui vient, il est un peu plus malin. Il t'apporte une carotte, mais lui, il a tout le sac de carottes. Ah ouais. Donc il te donne un petit peu pour que toi, tu lui ouvres la porte, et lui, il prend ce qu'il faut. On ne serait pas contre que les gens viennent pour faire fortune en RDC, comme moi aussi je pourrais vouloir aller faire fortune en Suisse. Mais il faut que ça se fasse d'une manière régulée. Et on voit que le cobalt est taxé, donc il y a beaucoup d'argent quand même qui retourne au gouvernement, des centaines de millions. Selon vous, il va où cet argent? Cet argent va dans des poches profondes. 100 millions, c'est quand même, ou 200 millions, c'est des poches bien profondes. Oui, non, des poches bien profondes, parce que c'est organisé comme tel. Le Congo est maudit de ses hommes. L'interview magnifique. Des questions, ainsi que les questions, les réponses de M. Feli. Parce que lui, il a quand même ce discours de dire, effectivement, il y a des entreprises qui viennent ici et qui font des choses qui sont vraiment pas réglo. Oui, exactement. Ça, il avait l'air d'être très très clair là-dessus. Oui, bien sûr. J'espère aller là-bas tout droit. À contresens, allez, c'est parti. Si je suis minier, admettons, je veux venir ici. Je prends par exemple pour $100 de cobalt. Combien retourne à l'État congolais aujourd'hui? S'il faut compter les droits spontanés rapidement, je pense que l'État congolais prendrait entre 35 et 50% à peu près. C'est quand même des taxes importantes. Une grande partie de la valeur quand même retourne au gouvernement sous différentes formes. Ça ne sert à rien que moi je me fasse le plus d'argent sur le dos de ceux qui créent cette richesse-là. Et en la matière, ce sont les Congolais. Mais en tant qu'investisseur aussi, lorsque je paye les taxes à un niveau normal, qui n'est pas nécessairement un niveau élevé, je m'assure une certaine paix sociale par rapport à là où je génère ces revenus. Donc l'un dans l'autre, c'est gagnant-gagnant. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la question à mon avis. Vous êtes congolais, vous avez des entreprises congolaises. Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises étrangères qui viennent si vous pouvez faire le boulot? C'est beaucoup plus par rapport à l'accès aux capitaux, dès le départ. Ce qui nous manque, nous, ici au Congo, en majeure partie, c'est le capital risque. Comment faire pour découvrir une mine prometteur, une mine économiquement viable, avec un fonds perdu? Il faut être honnête, nous n'avons pas cette capacité-là au niveau national. Le second point, nous n'avons pas la capacité requise à ce niveau-ci pour exploiter une mine selon les standards internationaux parce que notre système éducatif ne nous a pas permis pendant un certain temps de former beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de métallurgistes, beaucoup plus de gens dans le métier. Nous avons un système éducatif très élitiste, très calqué à la belge, donc on nous envoie beaucoup plus vers le droit, vers l'économie, etc., etc. Nous avons négligé dans le passé les autres métiers. Les images qu'on a donc vues d'enfants, pour vous, c'est une conséquence de beaucoup de choses en même temps. Une conséquence de la manipulation, parce que je ne pense pas que ces images-là viennent exclusivement des zones de cuivre-cobalt, ça vient beaucoup plus des zones d'or, et ça ne veut pas dire que j'encourage. Je condamne avec la même fermeté. Et de l'autre, une conséquence effectivement de la pauvreté, une conséquence effectivement du manque d'éducation scientifique. Un père, une mère, qui a accès à l'éducation n'amènera pas son enfant dans un milieu de travail qui est dangereux. On s'entend là-dessus. Votre exploitation à vous, donc une exploitation industrielle, combien touche les gens, les locaux, les Congolais qui travaillent dans votre entreprise? Localement, les Congolais, en moyenne, touchent entre 1950 et 2000 $ le mois pour faire rond. C'est beaucoup plus que le salaire moyen ici. De façon globale, l'exploitation minière industrielle est celle qui offre les salaires les plus élevés dans tout le pays. Il y a les mines, il y a le pétrole,
et il y a les télécommunications qui offrent des salaires très élevés. Bon, je t'explique. Il y a les mines industrielles et les mines artisanales. Les mines industrielles, on creuse avec des grosses machines, avec des camions, des pelles mécaniques. Ça représente 80% de la production de cobalt du Congo. Et le 20%, c'est des mines artisanales. La moitié, apparemment, de ces mines artisanales sont légales. Donc il reste 10% de la production qui est faite par des mines artisanales illégales, qui échappent au contrôle. Et de ce qu'on me dit, c'est seulement là qu'il pourrait y avoir des enfants. Bon là, il y a encore CNN, hein, écoute. An award-winning reporter, Emma Elbaga, joins me now with her alarming report. And Emma, you spent over a week in Congo and you uncovered some pretty shocking evidence that children and the use of children is widespread in the mining of cobalt. There has been growing concern, growing evidence for some time now that children are part and parcel of Congo's. On entend beaucoup parler d'enfants, hein, donc s'il y a des enfants, c'est dans la partie probablement illégale, informelle. Mais t'as vu les mines industrielles déjà? Non, pas encore, mais a priori c'est ce qui se dit. Hein, c'est que Il y a peut-être des enfants dans les mines industrielles, non? Oui, bah effectivement, il faut aller checker ces mines légales. Là, j'ai quitté la capitale, je suis en route pour Kolwezi, dans la province du Katanga. C'est l'endroit où tout se passe dans le domaine du cobalt, hein, je te tiens au courant. Vous m'avez amené ici, dans cet endroit qui est assez incroyable. Donc, côté ville et de l'autre côté, une mine. Comment c'est arrivé? En fait, l'histoire date de cela 2011-2012. D'accord. Il y a une parcelle qui est à quelques mètres de là où nous sommes. Oui. Un habitant, Oui. en voulant chercher creuser un puits pour la toilette, Oui. il est tombé sur du cobalt. Sérieusement? Oui. C'est une histoire qu'on voit que dans des films ou dans des bandes dessinées. Ah, mais oui, alors il est tombé sur le cobalt. Et, vous savez, dans le puits, il y a des galeries qui entrent. Ouais. Et ces galeries allaient vers chez les voisins. D'accord. La nuit, les voisins ont senti des coups. Ah ouais. Et les voisins ont commencé aussi à creuser. Et c'est comme ça, la nouvelle s'est répandue. Et toute la ville a commencé à creuser. Dans tous ces quartiers, c'est plus ou moins des carrés miniers. Des carrés miniers, c'est... Un carré minier, c'est 85 hectares. Ouais. Donc plus de 85 hectares, donc 170 hectares. Et les gens creusaient. Donc là, c'était ici, il y avait des maisons et les gens Il y creusaient avait là-dessus. des maisons comme vous le voyez de l'autre côté là. Il y avait des maisons et les gens creusaient dans leur propre parcelle. Quand vous regardez de l'autre côté là, il y a des maisons qui sont fissurées parce que la même couche traverse de l'autre côté. Donc là, il y a une grosse couche de cobalt qui passe. Qui passe en dessous, qui va de l'autre Là-dessous. côté là. Oui. Mais ils continuent à creuser là-bas, les gens, sous les maisons? La nuit, ils se cachent la nuit. C'est vrai, encore? Ils creusent encore. Ouais. Combien gagnait une personne à cette époque où ça a commencé par mois et combien elle pouvait gagner en faisant des trous sous sa maison? Un individu, un creuseur pouvait gagner par jour, hein, plus ou moins 40 $. 40 $. 40 $, il gagne 40 $ pour un individu. Maintenant, il y a des gens ici qui avaient une personne à 2 ou 3 puits par jour. Il y a des gens qui quittaient ici avec plus ou moins 1000 $. 1000 $ par jour? Par jour. Mais non. Ah bah, Et ça fait un boom. ah bah ouais. Est-ce qu'on peut me montrer combien de Congolais sont devenus millionnaires? Je vous dis que les gens ne gagnent absolument rien. Ce qu'ils ont, c'est pour manger. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille pour manger seulement, c'est de l'exploitation.
Même ce qu'on dit, on a amélioré les conditions, mais c'est des situations précaires. Ça signifie que les creuseurs là, les jours où il ne vient pas entrer travailler, il dort affamé chez lui. S'il est malade, il ne peut pas se faire soigner. Ça signifie que la situation est précaire. Ça signifie que ces gens-là sont obligés de travailler 360 jours sur 360 jours pour gagner. C'est anormal. J'arrive pas à comprendre en fait où va tout l'argent qui arrive dans la région parce que... Ah oui, mais c'est la question que nous nous posons. Tous, où va l'argent? Tu as une mine qui te dit non, j'ai investi 3 milliards. Mais là où on a investi 3 milliards, on devait quand même voir. Il y a l'autre qui te dit non, mais moi j'ai investi autant. Mais en fait, nous sommes face à des entreprises qui font de l'optimisation fiscale. On le sait. Ici, à Kolwezi, j'essaie de comprendre comment on produit du cobalt dans la région. Donc votre but n'est pas du tout d'interdire les mines artisanales, mais alors au contraire de leur donner des lieux identifiés. Non, chez nous, l'exploitation artisanale est légale. Et ça va rester comme ça. Nos compatriotes, et ça va rester comme ça. Aujourd'hui, nous savons que les privés se plaignent, mais je voudrais profiter de vos micros pour informer les privés que c'est 180 000 creuseurs qui sont dans cette activité. Si nous les sortons des sites miniers, ils vont se retrouver dans la rue et ils risquent de chercher leur bonheur dans nos maisons. Je vois que nous avons tout à gagner en encadrant ces creuseurs. Si je dois parler à mon voisin et qu'il veut acheter une voiture électrique, est-ce que je dois lui dire c'est bien, achète, ça amène de l'argent au Congo, ou je dois lui dire fais attention parce que les conditions ne sont pas encore calme, OK. Parce que les progrès se réaliseront toujours. Je vais vous parler du centre de négoce. Pour mieux contrôler les produits de l'exploitation artisanale, nous avons décidé, ça va se faire d'ici 6 mois, de détruire tous les comptoirs d'achat dans la région. Ça, vous avez engagé, c'est décidé? C'est une décision. Et toutes les transactions se feront sur un même site que nous appelons le centre de négoce. Allez-y par surprise, vous ne trouverez aucun enfant, vous ne trouverez aucune femme vulnérable. Mais on ne le dit pas assez. Nous n'avons vu que les mauvaises images. Mais là où les choses étaient bonnes, ça n'a pas été filmé. Vu de Suisse ou de France, beaucoup de gens disent « je ne vais jamais acheter une voiture électrique parce qu'il y a du cobalt dedans, et le cobalt, c'est l'exploitation des enfants en RDC ». Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous faisons beaucoup d'efforts. Je vous félicite pour avoir réussi à venir sur place et avoir la bonne information. Le Congo est victime d'un lourd programme d'intoxication. Nous sommes à la veille de 60 ans de l'indépendance. Il faut que les gens nous fassent confiance. Autrement, nous risquons de comprendre que c'est du mépris. Je viens de voir un truc vraiment intéressant. Ils sont en train de construire un centre de négoce officiel. En fait, c'est dingue, quand tu roules le long des routes, tu as des centres de négoce où n'importe qui peut acheter, vendre du cobalt. Et leur but, c'est de fermer ça, tout ce négoce illégal. Et en ouvrant un centre unique d'achat et de vente du cobalt, ils pourront contrôler d'où vient le cobalt, qui le vend. Et vu qu'a priori, les enfants travaillent principalement dans les mines illégales, s'il y a un centre de négoce officiel, qui est le seul où on peut vendre le cobalt, eh ben, les mines illégales ne peuvent plus vendre leur cobalt sur le marché et le travail des enfants peut disparaître. J'enchaîne, là j'ai rendez-vous avec Luc, le responsable d'une ONG qui va m'amener dans la mine de Mutoshi, qui est une mine artisanale légale. A tout à l'heure. L'État congolais a préféré que les gens opèrent au travers des coopératives. C'est comme ça que les exploitants miniers artisanaux, les creuseurs comme tu les appelais, qu'on va rencontrer, ils sont encadrés par une coopérative minière. Parce que maintenant l'exploitation en solo est interdite par la loi congolaise. Donc c'est vraiment des hommes et des femmes qui peuvent venir en individuel, mais quand ils arrivent pour travailler sur les sites, ils le font sous l'encadrement d'une coopérative minière qui a la responsabilité de les gérer et de s'assurer qu'ils travaillent conformément aux normes. Alcool, femmes enceintes? Enfants, alcool et les femmes enceintes, ils n'ont pas accès au site. Et raison pour laquelle, un, c'est clôturé, mais de deux, c'est pour cela qu'il y a le service de sécurité qui est un service privé, et qui vérifie, qui est comme un sous-contractant, effectivement, qui doit vérifier.
Marc, je voulais profiter pour t'introduire Petit Petit. C'est en fait Sylvestre Ngombe, Kingoudi, mais dit Petit Petit. C'est son surnom. C'est le président de la coopérative Comiacol. Ah oui, c'est vous le boss ici. Oui, c'est lui le boss ici. D'accord. Et donc, c'est lui qui va t'aider pour faire la visite. Ici, on travaille en ciel ouvert. Oui. On ne veut pas travailler dans des puits pour éviter des risques. D'effondrement. Des fondements, des éboulements. Raison pour laquelle ici, on préfère mieux travailler en ciel ouvert. D'accord. Vous venez de voir notre ami ici. Il est en train d'exploiter directement le cobalt en bloc. Ça, c'est le cobalt pur noir, là. C'est déjà du cobalt. D'accord. Il n'a pas besoin d'aller le faire laver. Il va prendre ça. Il l'amène là-bas. Il y a des transporteurs, il y a des vélos là-bas. On va transporter. Il y a une équipe de mamans qui sont ici juste pour laver les produits tels que vous voyez. Et les autres mamans qui sont là-bas juste pour trier les produits. C'est un processus aussi dans notre chaîne de provisionnement. Pourquoi c'est que des mamans qui travaillent ici? Souvent, ceux qui veulent laver les produits, ce sont des mamans. C'est vrai? Elles sont libres de travailler autant qu'elles veulent, il y a des sacs et puis elles avancent, puis quand elles sont fatiguées, elles peuvent arrêter. Elle est libre. Si elle termine à 7 heures, elle trouve bon, elle a déjà son argent, elle part. Elle part. BMW a dit il y a quelques semaines en arrière, on arrête la RDC, c'est trop compliqué. On doit voir ça comment? Bon, moi je trouve que ça c'est trop facile que de faire ça. Pour des besoins de protection de sa réputation, dire ok, on arrête. Mais est-ce que derrière on pense aux conséquences que cela crée par rapport à tous ceux qui étaient en train de s'approvisionner dans cette chaîne d'approvisionnement? Si tous ceux qui se pensent être responsables arrêtent, cela signifie qu'ils ne vont rester que du commerce au noir. Que ceux qui sont moins responsables. Et voilà, et donc ça va s'acheter encore à plus moins cher. Et donc, les conditions vont encore se dégrader davantage. Et vous pouvez bien vous imaginer que pour pouvoir produire suffisamment, peut-être que les familles vont être obligées d'impliquer plus d'enfants. Si des compagnies qui font du troc minier disent « stop, on veut plus ça », elles partent, elles vont en Australie, elles vont au Maroc, qu'est-ce qui arrivera à ces gens? Ça sera juste le chaos, parce que les gens dépendent de ça. Le faire, c'est ignorer combien de personnes travaillent dans le secteur et combien de dépendants vivent de ça. Qu'est-ce que ça te fait de voir des images à chaque fois dans les médias européens de l'enfant dans la mine? C'est choquant, c'est choquant. Il y a un problème de travail des enfants, on ne peut pas le nier, il y en a, mais il y a de ces images de fois qui sont trafiquées, qui ne représentent même aucun endroit, par exemple de cette province. Alors en ce moment-là, ça fait mal, ça fait du tort à l'exploitation minière artisanale. Ces images-là ne méritent pas d'être là. On a la responsabilité de discuter de la question de manière franche, ouverte, dire qu'il y a un problème, s'il faut diffuser des images qui montrent la réalité, mais que ça soit dans une perspective où on veut améliorer. Mais si c'est juste de la stigmatisation, alors en ce moment-là, je crois qu'on est en train de créer des dégâts plus graves et qu'on n'aide pas les populations. Je crois que ça doit vraiment interpeller, surtout pour vous aussi qui communiquez, vous qui faites les médias. Je crois que c'est aussi une responsabilité. Ouais. Mais ça veut dire que l'image qu'on a sur les réseaux avec les enfants qui travaillent dans des conditions terribles, ça n'existe pas, ça? Bah, ça existe certainement. Enfin, il y a des milliers de mines partout. N'importe qui peut creuser. Il y a du cobalt partout ici. Donc, si tu creuses sous ta maison, tu peux trouver du cobalt. Donc, c'est clair que si tu veux voir une image d'un enfant à quelque part qui travaille, tu vas certainement trouver ça dans la région. Enfin, il y a des milliers et des milliers de personnes. Donc, je pense que tu peux raconter un peu toutes les histoires que tu as envie. Ça dépend où tu vas filmer. Bon, ça reste minoritaire. Le majoritaire, c'est le gros du boulot, c'est les grosses mines industrielles. Ça, tu y vas aussi, hein? Ouais, je commence demain avec une mine Glencore pour aller voir une vraie grande mine, voir ce que ça donne. Et puis là, aucune idée à quoi ça ressemble. On verra ça demain.
Si j'achète une voiture électrique aujourd'hui, j'ai quand même une bonne probabilité que le cobalt il vienne d'ici ou même de chez vous. Oui, directement. En fait, c'est grandissant et je peux dire que nous sommes maintenant, pour le moment, KCC, c'est la plus grosse mine en termes de production en RDC. Ouais. Ça vous donne aussi une grande responsabilité dans la région, j'imagine. Ça donne une grande responsabilité. J'ai encore un peu de peine à comprendre quelles sont les étapes pour produire ce cobalt. Ce qui vient, c'est une pierre. Vous avez des pierres qui vont jusqu'à 1,20 m. Énorme caillou. Ouais. Alors, il faut concasser. On concasse pour réduire la granulométrie. Ensuite, on broie à une autre étape pour obtenir une pulpe. Pour pouvoir séparer, il faut d'abord broyer. Comme ça, vous avez des particules qui se séparent. Alors, ces particules, vous mettez maintenant des produits chimiques. On met en contact avec l'acide sulfurique tout simplement pour pouvoir dissoudre les minéraux que nous recherchons. Et le cobalt, il est où? Le cobalt, c'est des points noirs. C'est vraiment en trace. Des petits points noirs comme ça, là? Des petits points. Et ce qui reste, en fait, parce qu'il y a un produit chimique qui est utilisé, il va où ce produit chimique? D'abord, il recircule, parce qu'on doit l'épuiser. Épuiser, ça veut dire, lorsqu'on a déposé le cuivre, les produits qui sortent, ils contiennent encore le cuivre et le cobalt. Alors, on fait une neutralisation. Neutralisation, ça veut dire qu'on ajoute la chaux pour pouvoir le mettre à un pH, le potentiel. Ah, et ça rééquilibre chimiquement, et là, ça peut retourner dans l'environnement. Ça peut retourner pas dans l'environnement, dans le site arrêté que nous aménageons. C'est une décharge, en fait. Une décharge, oui. Inerte? Oui. Neutre. Neutre? Oui. Here we are in a mine with 3 big Open holes, pits. and here transformation of the Process material. plant, yes. Okay. It's like 3 kilometers by 4 kilometers. So this is our main operational area. That's where our operation are concentrated. Our concession is bigger Okay. than that. But that's amazing because when you think here we produce, or you produce, about 60% of the cobalt of the world, and it's only 6-7 sites like that. But in fact, it's very small for the world production. I mean, it doesn't take much. That's what you're saying. Yeah, Like, but is that so much cobalt in such a yeah, volume? I mean, this is quite a rich area. That's why it's called the Copper Belt. And it's very concentrated and located in the Kolwezi Lualaba province. So it's quite impressive to see how such a relatively small geographical area actually supports the world production. Alors ce que j'ai vu de Glencore, c'est que les images d'enfants dans les mines qu'on voit dans les médias, c'est impossible que ça ait été pris là. Après, il y a des employés qui peuvent se plaindre des salaires, des conditions de travail, et c'est sûrement pas tout rose. Mais pour les enfants, par contre, c'est très clair, c'est pas là. Dans les mines industrielles et dans les mines artisanales légales, moi je suis sûr, il n'y a pas d'enfants. Et ça représente 90% de la production. Et ça, on n'en parle pas beaucoup et on n'a jamais vu d'image à ce propos. Par contre, dans les 10% qui restent, il y a forcément des endroits où il y a des enfants qui travaillent, et c'est là que l'État met des moyens actuellement et des efforts. Est-ce qu'ils vont résoudre le problème? C'est la grande question, mais en tout cas, ils sont bien plus organisés et motivés à résoudre ces problèmes que je le pensais avant de venir.